Vous savez, je fais un métier très, très étonnant, très original. Code Rome X, des métiers pas comme les autres. Bonjour à tous, vous êtes bien sur Jade FM, vous nous écoutez en vraie radio sur le 99.7. Soyez les bienvenus pour Code Rome X. Code Rome X, c'est une émission consacrée à ces métiers peu ou mal connus ou non répertoriés dans la nomenclature des professions. Aujourd'hui, nous partons pour un voyage qui débute dans un milieu aquatique et protégé, au fil d'étapes d'une lente et précieuse élaboration, celle d'un être vivant. Postpartum ou mois d'or, aptonomie, réflexologie bébé affective avec son copyright, mais aussi Ayurveda, Rebozo, des termes peut-être entre-entendus à la phonétique exotique et pourtant médicale, qui font que ce voyage nous amène de la source de la vie à l'art de grandir, sous l'égide d'une guide, et cette guidance nous est proposée aujourd'hui par l'invité de cette émission, car vous êtes une doula. Bonjour Lucie. Bonjour. Lucie Humbert, qu'est-ce qu'une doula ? Une doula, c'est une femme qui accompagne, qui soutient une autre femme ou un couple et sa famille dans un processus de parentalité. Donc ça va du désir de l'enfant. Durant toute la période de la grossesse, ça peut être aussi une présence à l'accouchement et la période du postpartum qui est la période qui suit un accouchement. C'est un soutien non médical. Un soutien non médical. Ouais, c'est un accompagnement émotionnel, pratique ou logistique. Donc il y a plusieurs façons d'accompagner, on va dire. Il y a principalement de l'écoute. Et il peut y avoir plusieurs pratiques comme le massage. Par rapport à une sage-femme, on pourrait dire doula versus sage-femme ou alors totale complémentarité ? Totale complémentarité. Parce que la sage-femme, purement, elle a son passif d'études médicales. En tant que doula, on n'est pas du tout dans le médical, quoi. C'est vraiment complètement un accompagnement émotionnel. En off-antenne, on a un petit peu communiqué et vous, notamment sur votre site dont je donnerai l'adresse tout à l'heure, je peux déjà la donner tout de suite, c'est www.doula-nantes.fr où on trouve toutes les informations concernant votre métier. Vous indiquez que vous avez rencontré des sages-femmes, vous avez échangé avec des sages-femmes ? Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, on va dire qu'autour de la doula, par certaines sages-femmes, ça peut être vu d'un mauvais œil. Il y a cette, j'ai envie de dire rumeur, c'est pas vraiment une rumeur, mais il y a un peu une compétition. Et ce que je trouve vraiment très triste, parce qu'on veut la même chose, on veut faire du bien à une femme et l'accompagner. Et il y a ce côté, oui, les doulas arrivent de plus en plus en France, on va dire, ce métier commence à se développer. Et cette peur de piquer, entre guillemets, le métier d'une sage-femme, sauf que ce n'est pas du tout la même chose. Donc j'ai voulu communiquer avec des sages-femmes qui avaient un petit peu cet avis-là pour discuter, pour comprendre pourquoi vous ne voulez pas accepter les doulas. Et j'ai aussi discuté avec des sages-femmes qui, au contraire, étaient pour. On ne peut pas tout faire. Nous, on est dans le médical. On reçoit des femmes 1h30. Voilà, on va faire des échographies, on va les écouter, mais pas que. Moi, quand je rencontre une femme, je reste 2 heures, je l'écoute et je lui fais du bien. Et jamais je ferai un diagnostic médical. Oui, ça passe énormément par l'écoute, déjà, pour mieux cerner une personne. Oui, principalement. En fait, je me rends compte qu'on est très peu réellement écouté. Une femme, surtout dans ce parcours-là, a besoin d'être entendue, écoutée, et vraiment qu'on passe 2 heures à écouter une personne et on la coupe pas, on pose pas de questions, il y a pas de... Enfin, c'est très important d'être écouté par des amis, ses proches, mais on peut faire référence à une histoire. Ah oui, moi je connais machin qui a accouché, qui a vécu ça. Non, juste on écoute, on accueille tout ce qui se passe, on juge pas. Et on peut dire les pires peurs, les pires angoisses, les phobies, et puis c'est de l'accueil. Vous dites également que vous vous êtes rendu compte, de par de nombreuses lectures, des témoignages, en passant par l'écoute de podcasts également, en parcourant des ouvrages, que beaucoup de sujets entourant la naissance d'un enfant, mais la naissance d'un parent également, étaient tabous ou manquaient de transparence.
et que la naissance était complètement industrialisée, pour vous citer. Oui, tout à fait. En fait, quand je parle de ça, je pense surtout à cette période du postpartum, en fait, où j'ai remarqué, donc, par des écoutes de témoignages podcast et aussi des femmes que j'ai rencontrées, qu'il y a ce tourbillon du postpartum où on est complètement démunis et on se retrouve seul face à cette nouvelle posture de parents et qui devient tabou parce qu'il y a cette injonction sociétale où de la mère parfaite qui va tout gérer, qui va reprendre le boulot et puis c'est merveilleux d'avoir un enfant, donc on est heureux. Et en fait, il y a aussi des difficultés maternelles qui doivent être OK et qui sont très peu acceptées, on va dire, dans la société où c'est en train de devenir. On est les hashtags mon postpartum, par exemple, ça... Voilà, on ouvre la parole aux femmes, mais c'est encore très peu accepté dans la société. Alors, postpartum, à l'intention de nos auditeurs, ou le mois d'or, c'est le premier mois qui suit l'arrivée d'un enfant. Oui. Et le mois d'or, en fait, c'est un terme utilisé dans d'autres cultures, notamment asiatiques, chinoises, où ça correspond à 40 jours, où la femme est censée être reposée, alitée, et tout le monde, plusieurs proches, en fait, de sa famille ou amis, généralement famille, va s'occuper d'elle et de l'enfant. Et la femme a obligation de rester à se reposer. Et c'est extrêmement important pour sa récupération physique, émotionnelle, hormonale. Sauf que dans notre société occidentale, c'est pas trop non plus mis en avant. D'ailleurs, l'origine du mot doula, qui vient du grec ancien, alors là j'ai trouvé une définition du grec ancien, donc, qui est utilisée aujourd'hui dans le domaine de la périnatalité pour nommer une femme qui a pour vocation d'aider une autre femme, son entourage pendant la grossesse, l'accouchement, la période postnatale, grâce à son expérience et sa formation. Pourquoi du grec ancien ? Parce que doula voulait dire femme esclave. C'est un terme un peu fort, mais qui désignait une femme qui était en charge d'accompagner une maman, une jeune maman, exactement selon la définition que je viens d'exposer et ce que vous venez de nous expliquer. Il y a peu de gens qui connaissent ce terme. Oui, doula, ouais. Ça commence, j'ai envie de dire. Il y a des personnes qui en ont entendu parler, parce que voilà, il y a des podcasts qui commencent à en parler, ou des doulas qui proposent des massages, et, comme moi, par exemple. Et du coup, on va connaître la doula parce qu'on a fait une recherche de massage pour femmes enceintes. C'est très peu connu, mais c'est un métier qui est pourtant très populaire dans d'autres pays, notamment anglophones, aux États-Unis, au Canada. C'est une sage-femme, une doula, en Angleterre aussi, les pays du nord d'Europe. Et en France, ça arrive petit à petit. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'écoles de formation qui s'installent en France. Il faut s'inscrire à l'avance. Et moi, ça me fait vraiment plaisir de voir que les sessions se bookent parce que ce métier commence à être connu. Et je pense qu'il y a un besoin criant d'accompagnement en fait, émotionnel. Pour moi, c'est pas possible. Aujourd'hui, une femme qui accueille, qui se sent isolée, c'est terminé, ça. Faut être entouré. Donc, si ce métier peut être connu, je pense que s'il devient, c'est parce qu'il y a un besoin. On a parlé dans la courte présentation de ce sujet de l'aptonomie. L'aptonomie, c'est la science par le toucher. C'est ça, de l'affectivité. De l'affectivité. Par le toucher. Qu'est-ce qu'on pourrait en dire de plus ? Alors moi, je me forme actuellement à l'aptonomie dans le domaine de la périnatalité. Il faut savoir que cette science de l'affectivité par le toucher peut s'appliquer à deux sphères de la vie. Je connais des aptonomes, par exemple, qui interviennent dans des EHPAD, où elles vont toucher des personnes âgées qui sont complètement isolées, elles aussi, qui ont besoin d'affectivité. Et toucher le corps permet de transmettre aussi des messages par le corps, par le toucher. Et en périnatalité, c'est une façon vraiment surprenante de communiquer avec le bébé qui se trouve in utero, dans le ventre de la femme. Et par des caresses et un toucher particulier, et surtout une qualité de sa présence, on arrive à communiquer, à discuter avec le bébé, à jouer avec lui. Et en touchant le ventre, on va voir le ventre se gonfler et le bébé qui va donner des petits coups. Réagir, donc, vraiment une pure réaction. Interaction. Ouais. Complètement, un contact. Ça repose beaucoup sur l'intention également. Oui, c'est beaucoup d'intention. Et en aptonomie, on parle de présence. Vraiment une qualité de présence. Être pleinement là pour l'autre. C'est sûr qu'on ne peut pas pratiquer l'aptonomie en pensant à cette vie de course. Mais c'est aussi vraiment une intention. On met, comme on dit, des antennes d'amour dans nos mains et on va toucher le ventre et on va mettre beaucoup
beaucoup d'amour pour parler et ça marche. Et c'est quelque chose d'inné. Et moi, je trouve ça même dingue de me former à ça, alors que tout le monde a ce pouvoir, en fait. Mais on ne sait pas, on oublie. Ça me fait penser à d'autres pratiques également qui reposent également sur l'intention. On a également utilisé le terme de rebozo. Alors là aussi, j'ai pris mes petites notes. C'est un terme qui a été popularisé au XVIIIe siècle. C'est un long châle de plus de 2,50 m, généralement en coton et ou en soie, qui est un accessoire tour à tour populaire et précieux dont le secret de tissage se transmet exclusivement de femme à femme. Mais c'est aussi, dans votre pratique, un outil. Oui, complètement. Du coup, oui, c'est un tissu donc traditionnel du Mexique qui est tissé à la main, en fait. Donc, par les femmes, du coup, il y a ce symbole de féminité, déjà, à travers ce tissu. Moi, dans ma pratique, je l'utilise pour faire des bercements de la femme. En fait, étant donné qu'il est aussi tissé par la main avec ce tissu particulier, il va jamais s'étendre. Du coup, je peux soulever un petit peu la femme, son bassin, faire des mouvements de bercement qui va en fait lui donner des sensations de bien-être, d'allègement. Et je l'utilise aussi après un accouchement pour serrer le bassin. Donc on fait du serrage de bassin. Il existe aussi des soins rituels rebozo qui durent pour le coup plutôt 2 heures, 2 heures et demie, qui est dédié à la femme qui vient juste d'accoucher. Et il y a aussi beaucoup d'intention d'ailleurs dans cette pratique-là. Il y a cette idée de fermeture et d'ouverture. On va serrer, on va fermer le bassin. Donc évidemment, il y a la fermeture du bassin purement physique parce qu'elle vient d'accoucher. Mais ça peut aussi s'appliquer dans d'autres projets. On change de boulot, n'importe quoi, n'importe quel changement dans sa vie. On ferme un cycle et on rouvre. C'est un espace de bien-être qu'on propose et qui est, je trouve, très, très intéressant et très pertinent après un accouchement, en fait. Vous vous occupez également d'un suivi pour des femmes qui auraient un parcours PMA, c'est-à-dire de procréation médicalement assistée. Vous accompagnez également des femmes qui vivent une IVG et une IMG. Qu'est-ce qu'une IMG ? C'est une interruption médicale de grossesse. Il y a l'interruption volontaire, l'IVG, qui est peut-être plus connue, et médicale, c'est quand, médicalement, on est OK à arrêter la grossesse parce qu'il y a une suspicion de problème médical. Donc là, il y a un travail psychologique très, très fort, très intense. Très intense, oui. Après, tant que pour moi, il y a de l'écoute et de l'accompagnement, j'accompagne une personne qui a besoin d'être soutenue. Quel que soit le parcours, un parcours classique, ma posture sera la même. C'est juste que le besoin est encore plus grand, je pense, dans ce genre de vécu et de deuil. Et il y a des informations à avoir. Et puis toujours cette main tendue, évidemment, quel que soit le parcours. Le massage ayurvédique. Alors, l'ayurveda, comment est-ce que vous le définissez et comment vous le pratiquez ? Une définition très simple, c'est une médecine traditionnelle indienne, l'ayurveda. Et appliqué au massage, en fait, c'est que moi, j'ai reçu cette formation par une praticienne de massage ayurvédique. On se base sur les doshas de la personne. Les doshas qui est... comment expliquer ça, en fait ? C'est un petit peu dans quelle énergie la personne se trouve. Il y en a 3 et en fait, on se base sur l'aspect physique. Est-ce que la personne dort bien ? Comment elle mange ? Voilà, il y a plusieurs critères à prendre en compte et surtout sur une femme enceinte. Donc moi, je pratique ce massage sur les femmes enceintes selon également son état général. En fait, c'est dans sa globalité. Est-ce que je dors bien ? Est-ce que je me sens lourde ? Est-ce que je suis plutôt dynamique ou endormie ? Et je vais appliquer ce massage par mes mouvements selon ce qu'elle m'aura donné comme information. Plus ou moins énergétique. Si elle me dit qu'elle dort beaucoup, qu'elle est fatiguée, ça sera un petit peu plus dynamique pour ravivre ses flux sanguins pour qu'elle ressente un peu plus d'énergie. Si au contraire, elle me dit que elle est hyper dynamique et que ça la fatigue, je vais faire des mouvements un peu plus enveloppants, quoi. Voilà. Une question d'équilibre. Oui, d'équilibre, c'est ça. On a évoqué le terme également, ou du moins le nom de réflexologie bébé affective. Je vois qu'il y a un copyright. Oui. Donc c'est une méthode qui est donc déposée.
C'est ça, donc elle s'appelle, je peux la nommer, Anne Marmagne, qui a créé son école. J'ai reçu sa formation il y a peu de temps et elle était vraiment passionnante. Donc en fait, j'ai appris plusieurs protocoles de réflexologie, donc qui se basent sur la réflexologie plantaire de base, pour apaiser des maux des bébés nourrissons. Et puis il n'y a pas d'âge limite en fait. Et dans ces protocoles, il y a un entretien en fait avec le parent qui est extrêmement important pour comprendre pourquoi l'enfant a ce mot. Qu'est-ce qu'il veut nous dire par ces mots du corps, puisqu'il ne peut pas mettre de mots. Donc on peut soigner à travers ces pratiques des coliques, des maux courants du nourrisson, poussée dentaire. Et il y a cet entretien qui est extrêmement important où on demande depuis quand. Depuis quand ça s'est passé? Ah d'accord, depuis que le papa ou la maman a repris le travail. Ah d'accord, depuis ça, depuis la naissance. Voilà, il y a un gros travail en fait d'entretien où moi je vais retenir des informations pour pouvoir poser mon protocole sur les pieds de l'enfant. Et c'est merveilleux. Ça a l'air en tout cas. Oui. Vous êtes vous-même maman d'une petite fille. Oui. Est-ce que ça a été l'élément déclencheur qui vous a fait vous orienter vers ce métier? Oui, complètement. Moi, j'ai eu une maternité en 2020, donc on m'a dit surprise. Et je me suis rendu compte à travers cette maternité que j'étais pas du tout accompagnée. En fait, je suis tombée enceinte, je me suis dit oui, comme des millions de femmes depuis la nuit des temps, depuis Ève et Adam. Je comprends pas pourquoi moi je trouve pas ça aussi fluide finalement, et je me suis laissée bercer par un parcours classique, médicalisé. Et je dirais pas que je l'ai plus ma vécu d'autres personnes, mais en tout cas, ça a soulevé beaucoup de questionnements chez moi. Je me suis dit, mais c'est quand même bizarre tout ça. Et quand j'ai commencé à mettre mon nez dedans et entendre d'autres femmes, j'ai réalisé que j'étais pas un cas isolé et qu'il y avait autre chose à apporter pour le vivre mieux, plus consciemment aussi. Et voilà, communiquer avec son bébé, je savais pas qu'on pouvait le faire. Enfin, je me laissais complètement vivre. Et là, aujourd'hui, j'ai envie de transmettre tout ce que je sais, tout ce qu'on m'a transmis. Comment est-ce que votre profession, votre action est perçue dans le milieu purement médical? Comme je disais tout à l'heure, il y a des sages-femmes qui le perçoivent pas bien, dans le sens où ça peut être vu d'un œil, c'est pas utile, ou c'est pas nécessaire, ou c'est un peu je sais pas comment dire ça, mais pas d'un œil forcément bienveillant, alors que c'est que de ça. Et il y a des personnes dans le médical qui trouvent ça très complémentaire parce que elles n'ont pas le temps lors de l'accouchement. Et malheureusement, ça soulève aussi la condition des sages-femmes à l'hôpital qui accouchent 5 personnes en même temps. Elles n'ont pas le temps de tenir la main et leur dire de bien respirer. Donc, il y en a qui sont OK. Après, faut pas oublier que c'est pas parce qu'on est là qu'il faut laisser ces sages-femmes aussi dans ce désastre. Mais voilà. Je dirais que c'est ambivalent, mais le médical est moins pour les médecines alternatives, de manière générale, donc doula également. Sur votre site, dont je rappelle l'adresse www.doula-nantes.fr, doula-nantes.fr, on trouve vraiment, il est très clair ce site, il est très bien fait, il est très intuitif, on trouve très facilement ce qu'on y recherche, et notamment les différentes pratiques et rendez-vous que vous pouvez proposer à une personne. Concrètement, quels sont ces types de rendez-vous différents? Je sais qu'il y a beaucoup d'entretiens, il y a donc des séances de massage. C'est entre 1 et 2 heures. Oui, ça dépend de la pratique en fait. Je dirais que en tant que doula, donc sans proposer une pratique particulière de massage ou de réflexologie ou d'aptonomie, je me déplace le plus souvent à domicile, dans le confort en fait de l'intimité de la personne. Je suis jamais restée moins de 2 heures chez une personne parce que je trouve qu'il faut ce moment pour tisser un lien de confiance. Si c'est un massage ayurvédique, ça dure au minimum 1h30. Le massage en lui-même dure 1h15, mais j'aime bien avoir un petit entretien avant justement pour discuter avec la personne. Donc on va dire entre 1h30 et 2 heures. J'ai un cabinet à partir de septembre où je peux recevoir aussi un parent ou deux, ou même son enfant, tous les jeudis rue Douai-Garnier à Nantes, près du quartier Procès et Rond-Point de Vannes.
Merci Lucie. Lucie Imbert, doula, qu'on recevait donc dans le cadre de cette émission Code Rome X. Vous êtes accompagnante périnatale et on peut vous contacter sur le site www.doula-nantes.fr. On vous souhaite une très bonne continuation, un très bel épanouissement dans ce métier. Merci Lucie. Merci.